L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue pour un nouveau journal sur Africable Télévision. Au sommaire de cette édition, référendum constitutionnel au Zimbabwe, plus de 5 millions d'électeurs se sont prononcés sur le projet de la nouvelle constitution censée consacrer davantage de liberté. Le 8 devrait l'emporter, mais sur fond de violence. Nous verrons pourquoi dès le début de ce journal. Les familles des 4 otages français détenus dans le Sahel ont manifesté ce samedi dans plusieurs villes de France. Cela fait aujourd'hui 900 jours qu'ils sont otages. Les familles exigent des réponses précises de la part du gouvernement français. Et enfin, cette affaire qui relance le débat sur le viol en Inde. Une touriste suisse a été violée devant son mari par plusieurs hommes. Les organisations féminines appellent une fois encore à un durcissement de la législation sur le viol dans le pays. Voilà pour le sommaire. Plus de 5 millions de Zimbabwéens étaient aux urnes ce samedi pour se prononcer par référendum sur une nouvelle constitution. Dans l'ensemble, le texte consacre davantage de liberté et limite le mandat présidentiel. Le oui devrait l'emporter selon les premiers pronostics, mais sur fond de violence. Des files d'attente de plusieurs heures. Les habitants du Zimbabwe votent depuis samedi matin pour approuver une nouvelle constitution. Je suis venu ici vers 6 heures pour voter pour la Constitution. Je suis heureux de dire que j'ai voté oui pour encourager ce qui est en train de se passer dans notre pays. Peut-être que ça va aider la réforme agraire et que ce sera bien aussi pour la gouvernance de ce pays. Un pays gouverné depuis 3 décennies par le président Robert Mugabe. Ce dernier a voté en fin de matinée en faveur du texte. Aujourd'hui, nous sommes appelés, comme tous les habitants du Zimbabwe, à décider de notre destinée. Si nous votons oui au référendum, cela signifie qu'une nouvelle constitution sera appliquée. Le Premier ministre Morgan Tsvangirai appelle aussi à adopter la nouvelle constitution issue d'un long marchandage entre les deux hommes. Le texte prévoit notamment la décentralisation du pays, la promotion de la parité et limite le mandat présidentiel à 2 quinquennats. Le pays était plutôt calme samedi, mais de nombreux incidents ont éclaté récemment. Ce militant du MDC, le mouvement démocratique pour le changement parti du Premier ministre, a été sauvagement agressé vendredi. Si le oui l'emporte, certaines dispositions du texte n'entreront en vigueur que dans 10 ans. De quoi faire douter de la réelle volonté du pouvoir à mettre en place les réformes avant les élections qui doivent se tenir d'ici la fin de l'année. Au Kenya, la tension monte une semaine après la publication des résultats de la présidentielle qui donne Uhuru Kenyatta vainqueur. Son adversaire Raila Odinga refuse de reconnaître sa défaite. Plusieurs de ses partisans se sont rassemblés devant la Cour suprême où l'ancien Premier ministre a déposé un recours contre ce résultat. De nouveaux incidents ont éclaté dans la journée. Le calme semble être revenu à Nairobi. Ce samedi, les forces de police ont dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les partisans de Raila Odinga, massés devant le siège de la Cour suprême. Après son échec à l'élection présidentielle le 4 mars dernier, le Premier ministre sortant est venu déposer un recours contre les résultats du scrutin. Il dénonce des fraudes massives et demande à ce que l'on recompte les voix. Dans plusieurs bureaux de vote, les votes valides dépassent le nombre de votants inscrits. Les résultats donnés par la commission électorale indépendante étaient différents des résultats publiés dans le décompte final des résultats de la présidentielle. Pour Raila Odinga, il s'agit là d'un test pour la démocratie kenyane. Selon lui, la commission électorale serait de mèche avec le parti d'Uhuru Kenyatta, vainqueur de l'élection. Le président élu a remporté 50,7% des suffrages, juste de quoi l'emporter au premier tour. Selon les observateurs internationaux, le scrutin s'est pourtant déroulé sans incident, hormis un long dépouillement de 5 jours dû à des problèmes techniques. Raila Odinga a affirmé qu'il respecterait la décision de la Cour suprême.
Uhuru Kenyatta, quant à lui, ne pourra pas être investi tant que la Cour n'aura pas statué sur ce recours. Le reste de l'actualité en bref et en images, la fin du deuil en Tunisie, 40 jours après l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. Ils sont des milliers à avoir défilé à Tunis, la capitale. Les islamistes sont pointés du doigt, l'enquête piétine, le tueur est en fuite et le commanditaire n'a toujours pas été identifié. Situé à 400 km de Bamako, Djebali est depuis quelque temps sous contrôle de l'armée régulière malienne, aidé par un contingent burkinabé. Les chefs d'état-major de l'armée de terre et celui de l'air étaient en tournée dans la localité pour faire le point de la situation sécuritaire dans la région. Envoyés spéciaux Abdoulaye Kone et Malik Baye. L'armée malienne s'illustre de fort belle manière dans la guerre qu'elle mène contre le terrorisme et le djihadisme. 2 mois après la reprise de Djebali, jadis aux mains des insurgés, la petite commune rurale est dorénavant occupée par l'armée malienne et un contingent burkinabé, le tout appuyé par des troupes françaises. Et pour les hommes au cœur du combat, rien de mieux qu'une visite de la hiérarchie pour un regain de vitalité. Pour témoigner de notre soutien, de tout notre encouragement aux hommes et même aux femmes qui sont engagés dans l'opération Badenko du Fuseau Ouest. Nous avons devant nous et rencontré surtout des hommes qui ont le moral au beau fixe, qui ont l'engagement et la ferme détermination d'accomplir leur mission jusqu'au bout. Et ce qui nous permet, au but de cet engagement, de dire que la mission se passe au mieux. Les missions sont exécutées selon le timing et selon l'effet recherché dans les plans qui leur ont été communiqués. Et même si tous les regards semblent tournés vers le massif des Iforas, dans l'extrême nord du Mali, Djebali reste un front ouvert avec à proximité la forêt de Ouagadougou. Voilà, nous recevons comme invité de ce journal M. Mamoudou Sidibé, directeur commercial des éditions Diamana, pour parler des 24 ans du journal Les Échos. M. Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Voilà, pour marquer le 24e anniversaire du quotidien Les Échos, vous avez organisé ce samedi une table ronde sur le thème « Quel Mali après les élections de juillet 2013 ?» Pourquoi un tel thème? Bien, merci. Pourquoi un tel thème? Notre pays aujourd'hui, traversant une crise historique, fait face à de nombreux défis. Et l'un des défis majeurs, c'est comment est-ce qu'il faut sortir de cette crise-là. Nous avons pensé à ces thèmes parce que déjà il est dit, annoncé, que c'est en juillet 2013 que les élections présidentielles et législatives vont être organisées. Et pour nous, c'est un vrai tournant, et un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Et il est bon que une conférence comme nous l'avons fait pour célébrer le 24e anniversaire de notre journal, il est bon donc qu'un thème pareil soit là, discuté, afin d'aiguiser les consciences des uns des autres face à la crise, mais aussi face à la nécessité de sortir définitivement de cette crise-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas des solutions, il n'y a qu'une seule solution pour sortir de cette crise que nous connaissons aujourd'hui, c'est d'organiser des élections, comme l'a dit ce matin des conférenciers, avoir des autorités légitimes issues des urnes, et auxquelles autorités maintenant vont se poser tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, et les solutions, ensemble, on va les imaginer, les trouver. Donc, nous avons choisi ce thème parce que les élections de 2013, de juillet 2013, constituent un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, mais aussi, ça permet la conférence d'éveiller les consciences des uns des autres sur cette situation-là, la gravité de la situation, mais aussi la nécessité d'en finir. Voilà, avec 24 ans d'expérience, le journal Les Échos est en quelque sorte le pionnier de la presse indépendante au Mali. Avec le recul, comment jugez-vous aujourd'hui la presse indépendante au Mali? La presse indépendante aujourd'hui au Mali est à féliciter.
avec tous les efforts qui sont faits par les uns et les autres, sur un marché très difficile. D'abord, l'électorat malien est assez faible du point de vue quantitatif. Et du point de vue qualitatif, si on lit la qualité de l'électorat à son pouvoir d'achat, là également, il y a des problèmes. Alors, donc c'est vraiment des efforts et c'est la conviction que les journaux ont pour leur contribution à la démocratie, pour l'épanouissement de la démocratie, pour le développement de la démocratie. Je crois que c'est ce qui fonde aujourd'hui la force de la presse privée. Alors, sinon, on ne peut pas dire que c'est quand même des activités commerciales qui permettent de nourrir leurs hommes, quoi. Pas du tout. Mais la conviction que les uns et les autres ont que la démocratie, notre démocratie a besoin de la presse privée, fonde nécessairement alors tout cet effort-là que les uns et les autres sont en train d'accomplir pour la presse privée. Et quels sont aujourd'hui les vrais défis de la presse au Mali, hein? Peut-on tout écrire, tout dire? Là, je ne suis pas journaliste pour comprendre toute la déontologie liée à la profession, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'on peut tout dire et tout écrire. Mais aussi, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas tout écrire et tout dire. Tout doit se passer selon la règle de l'art. Et je pense aujourd'hui que le défi majeur de la presse privée, de la presse en général au Mali, c'est d'abord l'organisation d'un réseau de distribution assez efficace. Mais c'est aussi l'ouverture de l'administration publique à la presse privée, c'est-à-dire les censures qui ne disent pas leur nom, il faut les éviter. Ensuite, il faut permettre aux journalistes de travailler dans les conditions techniques et financières assez suffisantes. Ensuite, il faut que déjà au niveau de l'approvisionnement de la fabrication de la presse, qu'on ait certaines facilités qui permettent justement, que ce soit à l'aide des exonérations ou à l'aide d'autres facilités, que l'État crée des conditions pour l'accessibilité plus facile alors aux intrants, à toutes les matières qui rentrent dans la fabrication de la presse et l'entretien de la presse. Voilà, Monsieur Mamoudou Sidibé, merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler des 24 ans du quotidien Les Échos. Merci beaucoup. Autre titre de l'actualité de ce samedi, 4 Français sont toujours détenus en otage dans le Sahel depuis maintenant 900 jours, une longue attente pour les proches des otages qui attendent des réponses précises de la part du gouvernement français. 4 visages, 4 otages, et depuis plus de 2 ans et demi, une mobilisation de chaque instant pour qu'ils retrouvent leur liberté. 900 jours d'attente pour les familles, les proches, les amis. À Paris, à Nantes, Marseille ou Nîmes, cette matinée leur est consacrée. En musique ou en prière. Avec dans les cortèges au premier rang, un proche d'otage, une épouse, parfois une mère comme celle de Pierre Legrand. La seule chose pour voler à son secours, c'est de crier haut et fort « Stop, arrêtez, mais prenez soin d'eux ». Les otages français travaillaient tous pour le groupe nucléaire français Areva lorsqu'ils ont été capturés en septembre 2010 sur le site minier d'Arlit, dans le nord du Niger. Depuis, les 4 hommes seraient détenus plus à l'ouest, au Mali, à proximité du massif des Iforas, où la France assiège depuis plusieurs semaines les groupes djihadistes. La guerre au Mali, ça a été, c'est la panique, quoi. Parce que ça déconstruit tout ce qui a été construit jusque-là, et puis parce que ça les met en danger, et puis parce que ça les met certainement aussi dans une situation psychique extrêmement difficile. Abou Zaïd, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'homme qui avait revendiqué l'enlèvement des otages, aurait été tué lors des combats, mais sa mort n'a jamais été confirmée. On en vient maintenant à cette nouvelle affaire qui relance le combat contre le viol en Inde. Une touriste suisse a été violée devant son mari par plusieurs hommes alors qu'il se rendait près des Taj Mahal. L'Inde, un pays où le viol est très souvent impuni. Les policiers sont à la recherche des suspects. Ici, dans les bois de Datia, près de Madhya Pradesh, un déploiement exceptionnel. L'affaire touche des touristes suisses.
Un couple d'étrangers venait de Orsha à vélo. Ils ont décidé de camper dans la forêt où de nombreux touristes viennent. Plusieurs hommes les ont frappés et ont volé leur ordinateur. Depuis, ils sont à l'hôpital. Plus que frappée, la femme a été victime d'un viol collectif commis par 7 hommes en présence de son mari. La femme, âgée de 40 ans, a été conduite à l'hôpital de Gwalior. Elle est consciente et a raconté son épreuve. Une plainte pour viol a été déposée. Un crime qui a tout de suite fait réagir la population. À 300 km de là, à Bhopal, des hommes ont brûlé l'effigie des autorités qu'ils accusent de laxisme. De nombreuses violences contre les femmes ont lieu à Madhya Pradesh, mais le gouvernement est complètement insensible à ces dossiers. Les accusés doivent être punis. Peut-être parce qu'elle est femme, Sonia Gandhi a elle aussi tout de suite réagi à cette nouvelle affaire. Une loi va bientôt passer pour empêcher les crimes contre les femmes dans le pays. Un projet de loi prévoit en effet une peine minimale de 20 ans pour les violeurs, voire une peine de mort en cas de décès de la victime, car l'Inde manifeste depuis des mois pour une meilleure protection des femmes victimes de crimes sordides tous les jours, des crimes souvent impunis. En décembre dernier, une jeune étudiante de 23 ans avait elle aussi été violée par plusieurs hommes à New Delhi. Elle a succombé à ses blessures. Au Venezuela, ultime procession pour Hugo Chavez. Son cercueil a quitté la chapelle ardente de Caracas pour une caserne de l'ouest de la capitale. Le corps de Hugo Chavez ne sera finalement pas embaumé. La dépouille du président défunt est trop dégradée. Ils étaient encore des dizaines de milliers hier à accompagner le commandante vers une ancienne caserne de Caracas transformée en musée de la Révolution. Forte en symbole, cette caserne avait été le QG d'Hugo Chavez lors de son coup d'État raté contre le président Carlos Andrés Pérez le 4 février 1992. Une procession impressionnante ouverte par le président par intérim Nicolás Maduro et le président bolivien Evo Morales. Repose en paix, mission accomplie, commandant, accomplie entièrement, accomplie avec douleur et sacrifice. Rien ne l'a arrêté, pas même la maladie, et rien n'arrêtera notre peuple. Camarades, c'est à notre tour. Mais le choix de la dernière demeure du président vénézuélien reste incertain. L'embaumement de son corps, un temps pressenti, s'est finalement avéré irréalisable, et quant à son transfert au Panthéon national, il devra faire l'objet d'un référendum. Vous avez sûrement vu ces images, la conférence de presse du tout nouveau pape François, c'est samedi au Vatican. Elle s'est tenue au lendemain de la vive réaction du Saint-Siège aux accusations qui le visaient. Une conférence de presse haute en couleur, simplicité et séduction au menu. Le nouveau pape a plaidé pour une église pauvre en faveur des pauvres. Une entrée très sobre pour le nouveau pape que des centaines de journalistes attendent avec impatience. Originaires de 81 pays, ces spécialistes des questions de religion vont avoir rapidement droit à un trait d'humour de la part du pape qui fait allusion au travail accompli ces dernières semaines. Vous avez travaillé, hein? Vous avez travaillé. Le pape lève alors un coin du voile sur les derniers moments du conclave, pendant lequel il était assis aux côtés de son ami, le cardinal Claudio Humes, l'ex-archevêque de Sao Paulo. Quand les votes sont arrivés à 2/3, que les applaudissements ont commencé, parce que cela signifie que le pape est élu, il m'a serré dans ses bras, m'a embrassé et m'a dit « N'oublie pas les pauvres ». Et cette phrase est entrée ici, les pauvres, les pauvres. C'est à ce moment-là, explique-t-il, qu'il a pensé à François d'Assise. Et pendant que les derniers votes se poursuivaient, il a eu la conviction que François était bien le nom qu'il devait se choisir, en référence à François d'Assise. C'est l'homme qui nous donne cet esprit de paix, l'homme pauvre. Ah, comme je voudrais une église pauvre et pour les pauvres. Après avoir parlé pendant un peu plus de 10 minutes, il s'est alors levé sous les applaudissements d'une salle apparemment plus conquise encore qu'avant cette rencontre.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments accompagnés d'Africable Télévision. Le programme continue sur www.africabletelevision.com. Et demain, vous retrouverez Sekou Tangara à partir de 19h pour le débat du dimanche et moi juste après pour une nouvelle édition sur Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.